Bonjour, on va commencer aujourd'hui un nouveau cours pour la partie optique, c'est la réflexion et réfraction de la lumière. La partie grand 1 concerne la réflexion de la lumière par un miroir plan. Alors l'expérience qu'on va voir tout à l'heure, on va utiliser un miroir plan et on va faire parvenir la lumière par une source lumineuse, un rayon laser, et qui va arriver jusqu'à un point I qu'on appelle point d'incidence. La lumière va être réfléchie. Alors SI, ça sera le rayon incident. IR, ça sera le rayon réfléchi. I, c'est le point d'incidence, le point où arrive la lumière. I, l'angle d'incidence. R, l'angle de réflexion. Alors l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale au miroir. De même, l'angle de réflexion, c'est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale. Alors on va voir tout à l'heure dans l'animation que la réflexion obéit à deux lois qu'on appelle les lois de Descartes de réflexion. Alors la première loi, le rayon incident et le rayon réfléchi et la normale en miroir seront tous dans le même plan. Deuxième loi, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, c'est-à-dire que l'angle I est égal toujours à l'angle R. Alors voici l'animation. Alors le rayon incident est celui-là, voici le point d'incidence et voici le rayon réfléchi. Alors là, c'est le miroir plan. Alors là, la normale au miroir et on a un disque gradué en degrés. Alors ici, l'angle d'incidence est de 10 degrés, l'angle de réflexion est aussi 10 degrés. Et vous voyez bien que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au miroir sont tous dans le même plan. Donc on va voir pour d'autres angles d'incidence. Remarquez que toujours, si je fais tourner le disque, l'angle d'incidence, par exemple là, 20 degrés et 20 pour la réflexion, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Alors vous voyez bien qu'à chaque instant, l'angle d'incidence est bien égal à l'angle de réflexion. Alors on va voir comment on peut construire l'image de façon géométrique, comment je peux construire géométriquement le rayon réfléchi. Alors là, j'ai le miroir plan, j'ai une source lumineuse ponctuelle réelle, c'est-à-dire elle émet la lumière réellement. Alors un rayon lumineux part de la source, arrive au point d'incidence I, et il est réfléchi. Alors comment construire ce rayon réfléchi? Alors, je vais chercher la symétrie exactement de S par rapport au miroir. Donc, je calcule la distance de façon perpendiculaire entre la source et le miroir. Je garde la même distance entre le miroir et S', c'est-à-dire que ces deux distances sont identiques. Et je place l'image de S par rapport au miroir. Alors là, je vais passer en pointillé et arriver jusqu'au point I et tracer le prolongement, le rayon réfléchi. Ainsi, je peux construire le rayon réfléchi et je peux vérifier, si je trace la normale, que l'angle d'incidence est bien égal à l'angle de réflexion. Alors, si je place mon œil du côté du rayon réfléchi, de façon que le rayon réfléchi pénètre dans l'œil, alors je vais voir à travers le miroir une image S' de S qui n'est pas réelle, c'est une image virtuelle, c'est une source virtuelle que je vois bien allumée à l'intérieur du miroir, mais elle n'est pas réelle. Alors donc l'œil voit à travers le miroir une image virtuelle S' de la source réelle S. Alors S et S' sont symétriques par rapport au plan du miroir. Alors donc, en conclusion, un miroir plan donne d'un objet réel une image virtuelle identique
à l'objet en dimension et en couleur. Alors, on a les mêmes couleurs de la source qui se trouve dans l'image virtuelle, mais renversée droite-gauche. Alors, si vous placez votre main devant un miroir plan, alors vous allez voir l'image de la main qui est une image inversée. Ce n'est pas la main droite, c'est la main gauche. Si vous essayez de superposer les deux mains, vous allez voir qu'ils ne se superposent pas. Le pouce de ce côté, l'autre main, le pouce de l'autre côté. Donc, il y a une inversion de droite-gauche de l'image réelle avec l'image virtuelle. C'est la seule différence entre l'objet et l'image. L'objet et l'image sont identiques en dimension et couleur, mais ils sont inversés droite-gauche. Comme si je vois l'écriture à travers un miroir plan, je vois que l'écriture elle est renversée. Alors, on va voir une animation qui illustre ce phénomène. Alors l'animation est la suivante. Alors là, vous avez une bougie allumée et je place un miroir plan et de l'autre côté du miroir, je place de façon symétrique, c'est-à-dire cette distance est égale à celle-là, une autre bougie, mais non allumée cette fois. Alors si je regarde à travers le miroir, je vois que l'autre bougie semble allumée, mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Alors on va voir cela. Donc je regarde de tous les côtés, je vois toujours que l'autre bougie est bien allumée, mais si je regarde du haut, vous voyez qu'il n'est pas allumé. Alors comment on explique cela? Alors, on explique cela de la manière suivante. Alors, vous avez le rayon lumineux qui arrive jusqu'au miroir et qui est réfléchi et qui arrive à l'œil de l'observateur. Alors, l'observateur va voir à travers le miroir une image virtuelle de cet objet réel. La source réelle est là et l'image virtuelle. Alors, pour lui, il va voir une image identique. Ça, je l'appelle S, ça S', une image identique de S en couleur et en dimension. Donc, il va bien voir la flamme ici, c'est-à-dire qu'il va voir que l'autre bougie semble allumée. C'est une illusion d'optique. Alors, si je place bien sûr la main de l'autre côté, alors je ne serai pas bien sûr brûlé parce que cette bougie n'est pas allumée. Alors, on va voir le champ de vision d'un miroir blanc. Alors, comment connaître le champ de vision? Comment le construire? Alors, l'œil est placé en haut de l'observateur. Le miroir blanc, il est là. Alors, je mesure cette distance. Je prends la même distance pour que O et O' soient symétriques par rapport au plan du miroir. Donc, je pars de O' image de O par rapport au miroir, et donc je trace en pointillé un trait et je prolonge, je trace un autre tiret en pointillé, un autre trait à l'autre extrémité du miroir et je prolonge, et entre ces deux traits j'ai ce que j'appelle le champ de vision. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le champ de vision, c'est d'un miroir plan pour une position donnée de l'œil et la zone de l'espace que peut voir l'observateur à travers le miroir. Donc le champ de vision d'un miroir plan pour une position donnée de l'œil est la zone de l'espace perçu que l'on peut voir par l'œil dans le miroir. Alors bien sûr, vous voyez bien que le champ de vision ne permet pas de voir tout ce qu'il y a en arrière du miroir. Tu ne peux pas voir tout ce qu'il y a à l'arrière du miroir. Par exemple, cette zone n'est pas dans le champ de vision et il n'est pas perçu par l'œil. Alors le champ de vision donc va dépendre de deux choses. Il va dépendre de la position de l'œil et des dimensions du miroir. Le champ de vision dépend des dimensions du miroir et de la position de l'œil. Bien sûr, si j'agrandis le miroir, le champ de vision va être plus grand. Si je m'approche trop du miroir, je peux bien agrandir aussi le champ de vision. Alors, comme exemple d'application, vous avez les rétroviseurs des voitures.
Alors, le champ de vision du rétroviseur est limité. Lorsqu'on voit à travers le rétroviseur d'une voiture, on ne peut pas voir toutes les voitures qui viennent derrière, mais parce que le champ de vision, vous voyez bien qu'il est limité, il y a des angles qu'on ne peut pas voir. Est-ce qu'on appelle l'angle mort pour un rétroviseur. Donc, il est limité et ne permet pas de voir tous les véhicules derrière la voiture et surtout ceux qui vont s'approcher trop de la voiture. Alors c'est le danger. Tu ne vois pas une voiture qui s'approche et tu fais une manœuvre, donc il peut y avoir accident. Donc là, il faut être très prudent avec les rétroviseurs. Alors on va voir que si j'utilise deux rétroviseurs, un petit rétroviseur avec le premier, on aura une solution qui permet de voir quand même que la voiture s'approche du rétroviseur. On va voir ceci en vidéo. Alors là, j'ai une voiture avec un rétroviseur. Alors ça, le rétroviseur principal. Et on place un petit rétroviseur incliné par rapport au premier. Alors là, je vais utiliser deux champs de vision. Le champ de vision du rétroviseur principal et le deuxième champ qui va me permettre de voir les voitures qui s'approchent trop de la voiture. Alors on va voir la vidéo. Alors là, j'ai une voiture qui s'approche de la voiture. On la voit dans le rétroviseur. Il est toujours perçu par l'observateur. Il est dans son champ de vision, le champ de vision de ce rétroviseur. Alors là, elle va disparaître du champ de vision parce qu'elle est rentrée dans ce qu'on appelle l'angle mort. On ne voit plus la voiture ici. C'est très dangereux parce qu'elle s'approche trop de la voiture. Mais le deuxième rétroviseur, dans le deuxième champ de vision du deuxième rétroviseur, on voit bien que la voiture, elle s'approche de la voiture qui roule. Alors, je continue. Donc, là, elle sort du champ de vision, mais on va la voir avec l'œil. Donc une deuxième voiture qui s'approche, elle est dans le premier champ de vision du rétroviseur principal, elle est dans le second et il passe. Ainsi, en combinant deux rétroviseurs, alors j'ai dit que en combinant les deux rétroviseurs, je peux même voir les voitures qui s'approchent trop de la voiture et je peux ainsi augmenter mon champ de vision et voir même l'angle mort. Alors, on va passer à la deuxième partie du cours, c'est la réfraction de la lumière. Alors l'expérience qu'on va voir tout à l'heure est la suivante. J'ai ici un demi-disque en plexiglas comme le verre, qui a le même comportement que le verre. Et là, j'ai l'air. Je vais faire passer la lumière de l'air vers le plexiglas. Ainsi, la lumière va changer de milieu. Donc, en passant de l'air, le rayon lumineux, vous voyez bien qu'il ne continue pas son chemin tout droit, mais il subit une petite déviation. Alors, ce phénomène est appelé phénomène de réfraction. Alors, en même temps, avec la réfraction, j'ai une petite réflexion, et c'est une réflexion qui est partielle. Alors l'intensité de ce rayon réfléchi n'est pas la même que celle du rayon incident. Alors les lois de Descartes de la réflexion sont toujours applicables. Le rayon incident et le rayon réfléchi et la normale sont tous dans le même plan, ainsi que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Mais j'ai d'autres lois pour la réfraction. La réfraction, c'est le brusque changement de direction de la lumière lors du passage de la lumière d'un milieu vers un autre. Alors tout d'abord, I s'appelle le point d'incidence. SI, c'est le rayon incident. IT, c'est le rayon réfracté. IR, c'est le rayon réfléchi partiellement. I1, c'est l'angle d'incidence. I2, c'est l'angle de réfraction. R1, c'est l'angle de réflexion partielle. Et bien sûr, la normale, la perpendiculaire à la surface réfractante qu'on appelle aussi dioptre. Alors, la réfraction obéit aussi à deux lois de Descartes. La première loi, c'est que le rayon incident SI
le rayon réfracté IT et la normale à la surface réfractante sont tous dans le même plan. La deuxième loi, c'est que l'angle d'incidence et l'angle de réfraction obéissent à la loi suivante, N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Alors les N1 et N2, ce sont deux grandeurs qui dépendent du milieu. N1, c'est une constante qui dépend de l'air, par exemple, dans ce cas, c'est égal à 1. Et N2, c'est une autre constante qui dépend du plexiglas, ici c'est égal à 1,5. Donc N1, on l'appelle indice de réfraction du milieu 1 et N2, indice de réfraction du milieu 2. Alors on va voir l'expérience. Alors là, j'ai la lumière, la source lumineuse, qui va passer de l'air vers le demi-cylindre en plexiglas. J'ai choisi le plexiglas. Alors, au départ, la lumière arrive de façon perpendiculaire à la surface réfractante, donc elle va sortir de même. Alors, je vais faire tourner le demi-cylindre afin de changer l'angle d'incidence. Alors, je prends par exemple comme angle d'incidence 30 degrés. Alors, je vois bien que la lumière ne se propage pas ici en ligne droite. Lorsqu'il change de milieu, il subit la réfraction et l'angle de réfraction entre la normale à la surface réfractante et le rayon réfracté, l'angle n'est pas 20, c'est à peu près 19 ici. Alors, si je continue, bien sûr, j'aurai toujours une différence. Par exemple, ici, 60 degrés pour l'angle d'incidence et l'angle de réfraction n'est que de 35 degrés à peu près. Donc, je vois bien que ici, j'obtiens le phénomène de réfraction. Alors, troisièmement, indice de réfraction. Alors, l'indice de réfraction d'un milieu transparent et homogène est le rapport suivant. N, on le note N, égale C0 sur C. Alors, C0, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. C'est toujours 3 10 puissance 8, c'est une constante. Et C, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Alors, on a toujours la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une vitesse limite qu'on ne peut pas dépasser. Donc, on a toujours C0 supérieur ou égal à C. Donc, l'indice de réfraction, qui est un indice sans unité, est toujours supérieur ou égal à 1. Alors, on va voir des exemples. Par exemple, si je prends comme milieu l'air se comporte comme le vide, l'indice de réfraction est sensiblement égal à 1. Pour l'eau, c'est 1,33. Pour le verre ou le plexiglas, c'est 1,5. Pour le diamant, c'est 2. Alors, je prends l'exemple de tout à l'heure. Si je prends donc la lumière passe de l'air vers le plexiglas, le dioptre air plexiglas. Alors, si je prends comme indice comme angle d'incidence 60, alors pour l'air, c'est l'indice de réfraction 1. Pour le plexiglas, le deuxième milieu, c'est 1,5. Alors, j'utilise la deuxième loi de Descartes de réfraction. Je trouve que sinus I2 égale N1 sinus I1 sur N2. C'est donc N1 c'est 1 fois sinus de I1 c'est 60 sur N2 qui est 1,5. Je fais le calcul, je fais shift sinus, je trouve avec le calcul, vous vérifiez que c'est 35,5. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec l'expérience, c'était à peu près 35. Quatrièmement, réfringence d'un milieu. Alors, de deux milieux, le plus réfringent est celui dont l'indice de réfraction est le plus grand. Donc, si j'ai deux milieux, par exemple l'air et le verre a un indice 1,5, l'air a un indice 1, je vais dire que le verre, qui est l'indice le plus grand, est plus réfringent que l'air. Alors, si, de façon générale, le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. Alors, l'indice du milieu 1 est supérieur à l'indice du milieu 2. Alors, et puisque N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2, alors ça veut dire que N sinus I
est constante, quel que soit le milieu. Si je prends un milieu 3, je vais écrire N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2 égale à N3 sinus I3. Si la lumière passe dans un autre milieu. Alors de cela, je trouve que N fois sinus I est constante. Alors, puisqu'elle est constante, si j'augmente N, alors I, ça va obligatoirement diminuer. Donc, puisque N1 est supérieur à N2, ça va de soi que I1 sera inférieur à I2, comme je vois. Donc, petite correction pour le schéma de tout à l'heure, j'ai bien I1 qui est inférieur à I2, et dans ce cas, j'ai N1 qui est supérieur à N2, c'est-à-dire de deux milieux, le plus réfringent est celui qui a le rayon le plus près de la normale. Ici, vous voyez bien que pour l'indice 1, l'angle est plus petit que I2, donc ce rayon est plus près de la normale que celui-là. Donc je peux dire que ce milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2, c'est-à-dire que N1 est supérieur à N2. Cinquièmement, phénomène de réflexion totale. Alors dans ce schéma, j'ai un dioptre qui est ici le verre R, plexiglas, l'air. Je passe du plexiglas vers l'air. Alors si je prends un angle qu'on appelle angle d'incidence limite, alors cet angle va nous donner un angle de réfraction égal à 90 degrés. Alors donc, si on passe d'un milieu à un autre, ici un indice plus grand, vers un indice plus petit, 1,5 vers 1. Donc si on passe d'un milieu à un autre milieu 2 qui est moins réfringent, c'est-à-dire que N2 est inférieur à N1, alors j'aurai bien sûr I2 supérieur à I1. Et l'angle d'incidence limite IL, c'est l'angle d'incidence pour lequel j'ai un angle de réfraction de 90 degrés. Alors si j'applique la deuxième loi de Descartes de réfraction, j'aurai N1 sinus, l'angle d'incidence ici c'est l'angle IL en rouge, égale à N2 sinus 90. Sinus 90 c'est 1, c'est-à-dire N2. Donc sinus IL égale à N2 sur N1. Par exemple, pour le dioptre, ici, le verre vers l'air, sinus IL égale l'air c'est 1, le verre c'est 1,5. Donc, si je fais le calcul, je trouve que l'angle d'incidence limite, l'angle que je ne peux pas dépasser pour avoir une réfraction, c'est 41 à peu près, 41,8 à peu près 42. Alors, qu'est-ce qui se passe si je dépasse cet angle de 41,8? Alors, pour un angle d'incidence I1 qui est supérieur à IL, alors on ne va plus obtenir de réfraction, on obtient donc seulement une réflexion qu'on appelle réflexion totale. Donc même si la lumière peut passer de ce milieu vers l'autre, il ne va pas passer parce qu'on utilise un angle d'incidence qui est supérieur à l'angle d'incidence limite, et dans ce cas, on aura une réflexion totale avec les lois de Descartes de réflexion, I1 égale à R1. Donc j'ai une réflexion totale si je passe d'un milieu vers un autre moins réfringent en utilisant un angle d'incidence supérieur à l'angle d'incidence limite. Alors l'application la plus pratique dans ce cas, ce sont les fibres optiques où on fait passer la lumière à travers le fibre. Il va faire plusieurs réflexions successives dans le fibre. Donc j'entre avec un angle d'incidence supérieur à l'angle limite. Ici, le fibre optique, il est en vert, et là, c'est l'air. Il ne va pas sortir, il va faire une réflexion. Il arrive aussi avec un angle supérieur à l'angle d'incidence limite, et ainsi la lumière peut passer à travers le fibre optique et parcourir de grandes distances. Alors on va voir ceci en animation. Alors ici en animation, le milieu 1 c'est le plexiglas, donc c'est un milieu qui est plus réfringent que le milieu 2 qui est l'air. Donc je passe d'un milieu à un milieu moins réfringent. Alors je prends un angle d'incidence de à peu près 42 degrés,
vous voyez. Alors je vois bien que l'angle de réfraction arrive à son maximum 90 degrés. Donc là, j'ai un angle d'incidence limite. Alors si je dépasse cet angle, c'est-à-dire je passe par exemple vers 50 degrés, alors je vois que j'obtiens plus de réfraction, le milieu ne contient plus de rayons réfractés, j'ai une réflexion totale avec un angle d'incidence égal à l'angle de réflexion. Donc j'ai une réflexion totale. Alors je dépasse toujours, j'ai toujours la réflexion. Donc la réflexion totale est obtenue à partir de 42 degrés et vers 90 théoriquement. Et si j'ai un angle qui est inférieur à 42, là j'obtiens le rayon réfracté.